On trouvait des balles de Kalachnikov ou quoi. Et on essayait d'exploser avec des cailloux. Mon père il est parti faire la guerre, donc on était avec notre maman. On habitait dans des sous-sols. 2 ceintures, mettre sur les épaules de notre maman, c'est notre rêve. Faire une photo pour Instagram. Est-ce que vous avez déjà vu une interview où Mustapha il parle, ou une interview intéressante, où quelqu'un parle de Mustapha Aida? Mon frère, et le gars, il a 10-2, personne ne le connaît, tu vois. Je l'ai gagné par domination. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, tu vois, mais dans la cage, une fois que je vais l'attraper, ça ne sera pas pareil. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas comme d'habitude à commander sur le site Nutrition Pro. Avec le code LEPARCOURS15, tu bénéficieras d'une réduction de 15%. Sur leur site, tu retrouveras tous les compléments alimentaires dont tu as besoin, que ce soit pour la nutrition sportive avec de la whey, de la créatine, des BCA ou encore des brûleurs de graisse. Mais aussi pour ta beauté, puisqu'ils vendent de la kératine, de l'huile de nigel ou encore du collagène marin qui te permettra d'embellir ta peau, tes cheveux ou encore tes ongles et de soulager tes douleurs articulaires. En plus de ça, la marque est française et propose des produits 100% naturels ainsi qu'une gamme bio à des prix très abordables. On te laisse le lien de leur site internet dans la description. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec les frères Tourpal et Aboubakar Younousov. Comment vous allez les gars? Très bien, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, pour la vidéo. Ça fait plaisir. Donc, tout d'abord, pourriez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je m'appelle Tourpal Younousov, combattant professionnel de MMA. Je combats au sein de Ares et je représente MMA Factory et la ville de Troyes. Je m'appelle Aboubakar Younousov, je suis petit frère à Tourpal. Je combats aussi à Ares et là, au 17 novembre, je combats pour la titre. La ceinture. Pour la ceinture, donc voilà, là on est en préparation. Donc, comme vous l'avez précisé, toi tu combats pour la ceinture des poids coq de l'Ares et le plus grand frère Tourpal combat pour la ceinture des poids légers de l'Ares. Donc, j'aimerais revenir sur votre parcours, sur votre enfance, etc. Donc, vous êtes né en Tchétchénie. Pourriez-vous nous raconter comment s'est passée votre enfance là-bas? En vrai, on a parlé beaucoup. Je pense qu'il n'y aura rien de nouveau, mais en résumé, je pense, pour te répondre à cette question, on avait une enfance très très difficile, liée à des conflits, des guerres avec la Russie et tout, et on est passé vraiment par des difficultés dans notre vie. Et on a carrément, je peux dire, on n'a pas eu enfance, en fait, notre enfance, on ne l'a pas eu. Donc voilà, c'est ce qui nous a permis d'être plus forts, ça nous a forgé mentalement et ça nous donne des leçons dans notre vie, quoi. Quel était votre quotidien là-bas, on va dire, en tant qu'enfant en Tchétchénie? Quotidien, en vrai, on tirait maximum ce qu'on a. En étant enfant, donc on jouait avec des amis et tout, mais on n'avait aucune, comment te dire, installation pour jouer, parc, il n'y avait rien. À notre époque d'ailleurs, c'était l'époque après-guerre, quand nous on était en Tchétchénie. Tout est cassé. Tout était sale, tout était gris, mais c'est notre enfance, on a grandi dedans et voilà quoi. C'était des époques dangereuses quoi. Est-ce qu'en tant qu'enfant, vous vous rendiez compte de ce qui se passait là-bas? Moi, je pense oui, Abou il était plus jeune que moi, mais franchement on a failli mourir à plusieurs reprises à cause de nos conneries. Parce qu'on était des enfants hyperactifs. Vous faisiez quoi par exemple? On faisait des trucs c'est interdit de faire, des bêtises qu'on pourrait carrément mourir en fait. Et ça arrivait plusieurs fois, genre. Et quand là j'ai réfléchi et tout, je me dis, on était cons en fait, tu vois. Juste comme je l'avais dit dans une autre vidéo, genre, on trouvait des balles, c'était l'époque après-guerre, tu pouvais trouver des balles, des obus qui ne sont pas explosés et tout. Et nous on était des enfants et pour nous c'était rien. On pouvait même avec des cailloux essayer d'exploser des balles. On était tellement habitués de tout ça, et pour nous c'est un truc normal quoi. Ouais, c'était normal, c'est pas un danger pour nous en fait. Dis-toi qu'il y avait des époques qu'on mettait des, je te jure c'est la vérité, il y avait des balles, on trouvait des balles de Kalachnikov ou quoi. Et on essayait d'exploser avec des cailloux, on tapait sur des balles avec les cailloux. Vous saviez ce que c'était? Bien sûr, on voulait faire tirer en fait, mais ça marche pas comme ça pourrait exploser, tu vois ce que je veux dire. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais t'imagines taper avec un caillou sur une balle, ça peut exploser à tout moment. On était inconscients, on va dire, mais le danger il était omniprésent dans notre enfance. Toujours. Quel était le pire souvenir et les meilleurs souvenirs, si vous en avez, de cette époque?
Les pires souvenirs, tu veux dire enfance ou... Ouais, enfance, de l'époque qu'on était là. De l'époque où vous étiez là-bas. Frère, je sais pas. La guerre. C'est la guerre. Ouais. La guerre, pire que ça, il n'y a pas. Pire que la guerre, je sais pas que ça existe ou non, tu vois, mais pour moi, pire que ça, il n'y a pas. Et voilà, c'était le pire moment de notre vie. Et les meilleurs moments, franchement. Est-ce que vous avez des bons souvenirs de cette époque? Bien sûr, en fait, même s'il y avait des guerres, tout ça, tu vois, on était tellement habitués à ça, on passait. Il y a des temps que j'ai envie, pour moi c'est une nostalgie, tu vois, j'ai envie de retourner et par exemple on jouait dehors, tu vois, c'était trop bien, genre avec tes potes, tout ça. Même s'il y avait des guerres, pour nous c'était un truc tellement normal, on essayait de vivre avec ça, tu vois, et c'était des bons souvenirs, genre. Voilà. Pour moi, le pire c'était la guerre. Et contrairement à Abou, j'étais plus grand au début de la guerre. Abou il était petit, donc Abou il s'en rappelle pas de tout. Moi je me rappelle beaucoup des choses, beaucoup de difficultés que j'ai passées auprès de ma maman et mon papa. Et mon père il est parti faire la guerre, donc on était avec notre maman, on habitait dans des sous-sols. C'était hiver. On avait de la maison. De la maison où comment on dit, on met des je sais pas comment, une cave, un grenier, voilà, où on met les trucs pour l'hiver dedans, tu vois. On dormait là-dedans et on restait là-bas des semaines et des semaines. C'est parce que vous deviez vous cacher, c'est ça? Parce qu'il y avait bombardement, en fait, on avait peur que ça tape la maison et on meurt, tu vois. Du coup, nos mamans, ils nous ramenaient dans les sous-sols, pas que nous, tous les Tchétchènes d'ailleurs, on avait tous des caves, tu vois, donc on était dans nos caves. Et l'hiver, famine, franchement, il n'y avait rien à manger. Il faisait très très froid, des maladies parce qu'il y avait humidité à cause du froid, de la neige et tout. Donc franchement, une enfance très très difficile, très très difficile. J'ai chopé une maladie très grave de l'œil, mon œil, et j'ai une gangrène. Et je devais amputer, on devait enlever le nez parce qu'il y avait le pus tout dedans et tout. Et impossible de sauver l'œil et tout. Heureusement, on a réussi à me sauver, mais c'était tout lié à l'humidité et le froid. Ils ont réussi à sauver. Déjà, il n'y avait pas de moyens à l'époque, donc il n'y avait pas l'hôpital et tout. C'était après-guerre, il n'y avait pas de moyens. C'était en quelle année Je sais pas, ça doit être, je sais pas. C'est mon enfance, je pense, 6-7 ans. Donc, même plus petit, c'est des trucs que, même en étant petit, ça te marque en fait. Tu vois, moi je me rappelle pas tout de mon enfance, mais il y a des situations que je m'en rappelle, des flashs, voilà, qui viennent des situations et tout. Et franchement, ma maman, elle a fait la médecine traditionnelle. Elle l'avait avec des herbes et tout. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais elle a réussi à me sauver alors que le peu de docteurs qui restaient sur place, ils disaient qu'il faut amputer parce que ça peut aller sur autres organes et tout. Donc, elle a réussi à se soigner, mais même aujourd'hui, je sens les séquelles, ça me fait mal à l'œil, la lumière me fait mal, c'est pour ça que je porte les lunettes. Voilà. Et le côté positif, c'est la famille. Parce que malgré le temps, il était difficile, ça soude. La famille devait encore plus souder. Tu imagines, c'est vrai, c'est la guerre, mais ça rapproche la famille. On était dans les grottes, chez nous, dans les greniers chez nous, voilà. On n'était pas tout seul, il y avait nos cousins, il y avait tout. Tu vois, on vivait tout le calvaire ensemble et on a passé, même si c'était dans des circonstances comme ça, on arrivait à tirer le meilleur, tu vois ce que je veux dire. On était tous ensemble et tout. Et voilà, c'est le côté positif. Et ce que, malgré tout ce qui s'est passé, j'échangerai jamais mon enfance contre n'importe quel parce que j'ai vécu ça, j'aime mon peuple, j'aime mon pays d'où je suis venu et voilà, j'en sais faire, c'est tout. Donc ensuite, Aboubacar, tu as dit que ta mère vous aviez emmené à l'aéroport pour vous envoyer en Europe, je crois, c'est ça? Non, elle nous a amenés en Europe avec elle, tu vois. En Europe, ouais, avec elle. Et c'était quoi? C'était en Pologne, c'est ça? Ouais, c'était en 2008 2007, ouais. Fin de 2007, quoi, à peu près. Voilà. On a pris la route, notre maman, elle nous a fait sortir vraiment en cachette. Ouais. On était dans un minibus, vitre teintée. On était 4 enfants avec ma mère. Et elle avait, sur elle raconte toujours ça, elle avait combien? 50 ou 100 dollars pour 5 personnes. Pour 5 personnes, tu imagines ça? Avec ça, elle est sortie, tu vois. Et
D'abord, on a habité en Pologne jusqu'à 2011. Il faut dire qu'entre les deux, tu as vu, on avait 550 €, je sais pas combien elle avait, mais on n'avait pas d'argent. Mais on est parti juste après le mois de Ramadan. Et au bled, après le mois de Ramadan, on fait, c'est pas comme ici, à la fin, le jour de l'Aïd, on va dire. On va chez le voisin et tout, on souhaite le bon fin de Ramadan, ils te donnent des petits gâteaux et tout. Du coup, quand on était petit, on allait dans toute la ville. Et on pouvait remplir 2-3 sacs faciles, tu vois, des petits gâteaux et tout. On n'avait que ça sur nous, c'est grâce à ça, on va dire, on a survécu cet épisode-là, tu vois ce que je veux dire. Voilà quoi. Arrivé à Pologne en 2007. Ouais. Et on a habité là-bas jusqu'à 2011. Comment s'est passée la vie en Pologne? Est-ce que ça vous est difficile aussi? Ouais, c'était difficile de s'adapter. Parce qu'en Pologne, c'est pas comme ici, tu vois. C'est pas la même mentalité qu'ici, c'est des racistes. Même envers des Tchétchènes. Ils nous traitaient des noirs alors qu'on était Et là-bas, que eux, tu vois. je te jure, en 4 ans, j'ai jamais vu une personne noire. Jamais, en 4 ans, j'ai jamais vu. Ils nous appelaient noirs parce que même si on était blancs, eux ils avaient des cheveux blancs, tu vois, donc c'était ça, ces critères je pense. Mais on pouvait te traiter de noir et en plus d'être raciste, moi ça ne me gêne pas comme me traite de noir, je sais la vérité, tu vois. C'est juste qu'ils sont nationalistes. Pas tous, bien évidemment, bien sûr il y a des bons et des mauvais comme partout, mais une grande majorité c'est des nationalistes de ouf là. Ça nous arrivait quand on partait à l'école le matin, on devait combattre dans le bus. Je te jure, parce qu'il y a par des jour, 2-3 fois par jour on se battait, 2-3 fois par jour. À quel âge à peu près vous étiez très jeune? Ouais, 14, 13, 15 ans. Ouais, à peu près, voilà. Moi, j'avais à peu près 8 ans, je pense. C'était même quand j'ai commencé. Même en Pologne, même des enfants, c'est des racistes de ouf, tu vois. Des nationalistes. Ils te provoquaient. Tu vois. Ils n'aiment pas les étrangers, on va dire. Vous étiez à la même école à ce moment-là? Non. Pour le petit section. J'étais pour le petit. Il y a des groupes. À mon époque, là maintenant, je ne sais pas, à mon époque, nous on habite dans une ville qui s'appelle Białystok. Et il y avait beaucoup de skinheads. Ouais. Donc eux, ils étaient particulièrement agressifs et tu devais te battre. La seule moyenne, c'est se battre en fait. C'était pas trop difficile le fait d'être séparés? Parce que vous n'étiez pas ensemble, non? À ce moment-là. Non, après il y avait une bonne communauté tchétchène, on s'entraidait. On n'était pas tout seul, heureusement, dans l'école, sinon on se fait marcher dessus. Ouais, c'est vrai. Mais on arrivait toujours à se défendre parce que voilà, une fois, on a appris qu'un homme doit se défendre. En fait, toujours. Même quand on était en école, tout ça, il y avait, avec moi, avec lui, il y avait toujours un groupe de Tchétchènes. On restait toujours ensemble parce que sinon il y a un bagarre, ça va partir. Il y a un seul jour, je suis venu, il n'y a aucune Tchétchène, je suis tout seul. Et je devais me battre avec toute la classe, je te jure. Mais c'était à cause de quoi? C'est quoi qui vous reprochait? En fait, c'est. Parce qu'on est des était immigrés, provoqué, était provoqué. Il te provoquait, les piqûres. Une, deux, ça va, mais toute la journée. En anglais, on dit bullying. Toute la journée, tu sais, t'es un humain, t'es un enfant, ça tombe dessus, toute la classe, ça te nerve. En plus, on n'était pas comme maintenant, tu vois, on vient d'arriver en Tchétchénie et on avait ces trucs agressifs genre tu me regardes un peu mal et je vais direct se battre avec toi, tu vois, genre on avait ces trucs agressifs encore. Là, beaucoup en vrai. Là, je marche dehors, quelqu'un me regarde, je m'en fous totalement, tu vois. Tant qu'il ne me touche pas, on ne m'insulte pas, tu vois, je ne vais rien faire. Mais avant, c'était pas comme ça. Maintenant, on essaie, vu qu'on est des combattants professionnels, on essaie de calmer les choses. Parce qu'on sait si on le touche, il va tomber, on aura des conséquences, tu vois. Donc, on dit, calme-toi, c'est une jeu de défense. Donc, vous m'avez parlé brièvement de votre parcours en primaire et début du collège. Quel a été votre parcours scolaire plus précisément? Moi, j'ai toujours été un bon élève. Parce que toujours bon élève, je suis une personne qui lit, qui regarde des documentaires, qui apprend des langues, c'est toujours été moi. Abou, il était plus agressif, plus qui aime l'action, tu vois, je se battait et beaucoup d'ailleurs, on se convoquait pratiquement toutes les semaines à l'école par directrice à cause de lui parce qu'il a frappé quelqu'un. Donc c'était une personne, on est tous les deux je pense, on est hyper actifs, il nous faut de l'action. Toi t'étais plus sanguin. Lui il est pas toujours patient. En bagarre. Il n'est pas patient en fait. Et du coup il aime l'action. Donc voilà quoi, il était un peu moins fort que moi dans l'aspect école. C'était moi plus fort. En fait, surtout en France, première fois que je suis arrivé, je sais très bien la mentalité des gens qui habitent en France et même pour rigoler, ils aiment bien insulter.
Genre de parler sur toi, sur ta mère. Et moi, si chez nous, si tu dis ça, frère, t'es mort. Je ne peux pas te laisser comme ça. Une fois, un pote à moi, je ne vais pas dire le nom, un pote à moi, genre, c'était un pote vraiment, tu vois, quelqu'un proche. Et juste pour rigoler, il a insulté un membre de ma famille, tu vois. Je te jure, pendant 3 jours, je l'ai cherché partout là. Et il a couru, je ne pourrais pas les rattraper. Du coup, lundi, il vient à l'école là. Oh, devant la directeur, je l'ai tellement frappé. Ah ouais? Ouais. Mais je regrettais de ça. Convoqué avec ma maman. Ah ouais. Ouais, il y a des trucs comme ça. C'était en France, en Ouais, c'était en France. Ça, c'était en de France. C'était à Paris, là, ou au sud? Non, même à Paris, on se battait beaucoup. D'ailleurs, vas-y, on va répondre aux questions, sinon ça va être très longtemps parce qu'on a beaucoup d'anecdotes, tu vois ce que je veux dire. Donc on va raconter tout ce qui est lié aux questions, tu vois ce que je veux dire. Sinon on va... Parce que... Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui est intéressant. Moi, je raconte à mes potes, à mon entourage, les histoires de mon enfance et tout. Tu vois, je comprends que certains gens ne peuvent même pas croire parce que c'est tellement des histoires choquantes et qui ne sont pas forcément habitués de le voir. Donc pour eux, c'est un truc qui sort de l'eau, tu vois. Alors que je peux jurer sur tout ce que vous voulez que c'était notre enfance. Et pour nous, c'était même pas choquant, c'était un truc normal, tu vois. Et je leur raconte et je dis, gros, tu pouvais écrire un livre tellement tu as des histoires de l'enfance. Voilà. Et qu'est-ce qui choque que tes amis, par exemple? Qu'est-ce qui choque tes amis, par exemple? Tu sais, quand je raconte des histoires de guerre et tout, la personne qui n'a pas vécu la guerre, elle peut pas imaginer ça. Elle peut pas imaginer ça, tu vois. Et pour eux, quand je raconte des trucs, des scènes bizarres et tout, c'est choquant parce que je peux raconter, je l'ai vu, des scènes bizarres, tu vois. Quelles scènes bizarres? Frère, j'aimerais pas parler, mais quand tu rentres à un marché qui se fait bombarder et tu vois des parties corps des gens et tout, pas que cadavres, les parties corps des membres des gens, de mes compatriotes qui se font bombarder, des civils qui sont horrible. Et ça, c'était notre quotidien de notre enfance. Et que ça, c'est des images qui te marquent. Tu peux avoir 4 ans, 3 ans, je ne sais pas combien, mais c'est des images qui te marquent, que ça te revient. Aujourd'hui, je peux regarder un petit extrait. Abou, il est témoin, ma maman, elle est témoin. Aujourd'hui, je peux regarder un extrait de la guerre tchétchène et tout, je commence à pleurer. Parce que ça me met trop d'émotions, parce que j'ai vécu ça. Et je sais que c'est la vérité et ça me rappelle de mon enfance. Je sais, Cham, je suis quelqu'un... Sur ces trucs comme ça, je suis quelqu'un un peu dur, tu vois, genre c'est difficile que je vais pleurer. Je suis pas quelqu'un, moi je monte pas les émotions, tu vois. Lui, il monte jamais ses émotions. Mais quand je vois les trucs de guerre, je te jure, c'est intérieur, il y a un truc qui brûle, tu vois. Maintenant, je vois ce qui se passe dans le monde, tu vois. Les gens qui n'ont pas passé par là, ils peuvent pas imaginer ce qu'ils ont. Leur ils peuvent pas, c'est pas possible. Ils voient sur télé, tu vois, ils peuvent pas, mais quand tu as passé sur des étapes qu'on est en train de passer, je te jure, à l'intérieur, il y a un truc qui brûle, tu vois. Genre, pour vous j'ai rappeler, passé ces trucs. Pour vous rappeler, on était dans la même situation. Dans la même situation, elle n'était pas autre que celle-là. On était pareil dans un blocus, tout était fermé. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. On mourait de faim et on nous tirait dessus, on rasait la ville entière. Je peux après, si tu veux, te montrer la photo de la Grozny, de notre capitale, et tu pourras faire comparaison avec les images de maintenant. C'est la même chose. Les opérations de nettoyage se multiplient. Enlèvements, torture. Et puis, il y a ces milliers de disparus dont on retrouve parfois les corps méconnaissables. 23 octobre 2002, prise d'otage du théâtre à Moscou, l'assaut des forces russes fait 129 morts, le commando tchétchène liquidé. Grozny, 27 décembre 2002, attentat au siège du gouvernement pro-russe, 83 morts, des exemples parmi tant d'autres. Ça vise tout en fait, ça vise pas des gens de cause, ça nous choque. Voir des enfants, ça nous choque parce que voilà, c'est notre enfance, c'est comme ça. Bref, j'aimerais pas rentrer sur le parti politique, mais voilà quoi, ça nous rentre. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Donc ensuite, comme vous l'avez dit, vous êtes parti en France. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez parti en France plutôt que de rester en Pologne? On ne pourrait pas, positif, je pense. La Pologne, elle a refusé les papiers. La Pologne, elle a refusé les papiers, on devait quitter le territoire. Ouais. Donc, vous aviez demandé les papiers du coup? Oui. Il nous a dit quitter il nous a refusé une fois, on a relancé et la deuxième fois ils ont refusé.
Et retourner à la maison, ce n'était pas une solution. Du coup, notre mère, elle a vendu tout ce qu'elle a acquis en ces 3-4 ans. Elle a tout vendu pour trouver argent, pour avoir un taxi qui nous ramène ici. Pour la meilleure vie, quoi. Et on est arrivé en France. Et quel a été votre... comment s'est passé votre arrivée en France les premières années? Très dur. Très, très difficile. On est arrivé en région parisienne. Directement? Oui, on était en région parisienne. On est arrivé, on ne parlait pas la langue. Mais c'est pas ça le plus difficile quand tu arrives en France. Tu n'as pas un logement stable. Donc tous les 2-3 jours, tu dois changer des hôtels. Et quand tu as ta maman, on a 4 enfants, il y a des sacs et tout, et c'est très difficile tous les 3 jours se déménager. Le plus grand, c'était Turpal, il avait 14 ans. Ouais, 14 ans. Donc c'est moi qui étais, en vrai, eux c'était petits, ils nous aidaient, mais c'est des petits, ils ne peuvent pas grand chose, tu vois. Du coup, c'était très difficile tous les 3 jours. On pouvait être 3 jours, c'est le cas, je te raconte, par exemple, on était à Saint-Denis, dans un Ibis, 3 jours. 3 jours plus tard, on était à Mont. Ah ouais. Tu vois la différence qu'ils nous envoyaient, du coup tu devais prendre tous tes habits, des métros, des bus et tout. Horreur, pas d'argent, pas de rien. Il y a eu à Mont, je me rappelle quand on est arrivé dans l'hôtel à Mont, ma maman elle pleurait parce qu'elle me disait... Donc ensuite, j'ai vu des interviews comme quoi vous déménagez souvent, que vous alliez au Resto du Cœur, etc. J'avais que 10 ans quand j'ai porté un grand truc avec moi et j'ai allé en restaurant le matin à 8 h, tout ça. C'était à Paris, le restaurant. C'était à Paris, tu vois. Et c'est à quel moment que votre vie elle a commencé à changer, à s'améliorer? On nous a envoyé d'abord au sud, donc on habitait à Digne-les-Bains. Donc ça, on nous a envoyé dès qu'on a eu les papiers. Donc c'était un papier jaune. C'est même pas une carte séjour, c'est un truc que tu devais tous les mois changer pour rester sur le territoire pendant qu'ils traitent ton dossier. Et il t'était payé 300 € par 15 jours, je pense. Donc on avait 300 € 15 jours et deuxième 300 €, deuxième 15 jours, tu vois. Et donc c'était le minimum strict pour vivre. On ne pouvait rien acheter, mais au moins on ne mourait pas de faim. Et heureusement il y avait le resto de cœur et tout, tu vois. On faisait le maximum pour survivre. Et heureusement, on a survécu, d'ailleurs. Je me rappelle. Une fois les papiers les a donnés, c'est là qu'on pouvait travailler et tout, il avait commencé à travailler. Depuis 2015, je pense. Ouais, 2015-2016. Ouais, voilà. Ça commence là de vivre un peu, tu vois. Et à ce moment-là, vous continuez d'aller à l'école? Ouais. Oui. Parce qu'il faut savoir que quand tu n'es pas en régularisation, tu n'as pas le droit de travailler. Tu n'as pas le droit de passer permis, tu as le droit à rien faire. Donc si potentiellement tu aimerais bien travailler, on ne te laisse pas travailler. Parce que tu n'as pas le droit de travailler sur le terrain français. Sur le Par contre, français. travailler volontairement, tu peux, non? Ouais, ça, oui, mais ça ne paye pas. Et voilà. Et du coup, bah, voilà, quoi, c'était la vie, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et on vivait des 15 jours à 15 jours. Franchement, je te jure, jusqu'à 2017, je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. J'avais aucun objectif. Je restais chez moi, je sortais même pas, je te jure, jusqu'à 2017, je n'ai pas sorti de moi. Chez moi, je restais toujours chez moi, play, FIFA, tu vois. Je savais pas qu'est-ce que... Si tu me demandais... Tu avais 18 ans à l'époque, c'est ça? Non, 17 ans, voilà, un truc comme ça, ouais. Et je te jure, si tu me demandes, par exemple, 2 ou 3 ans avant, tu me demandes, ouais, tu vas devenir un combattant pro, je vais rigoler avec toi parce que je voulais pas devenir un combattant pro. C'était pas dans mon objectif. Je me suis dit, ouais, non, c'est bon, j'ai pas besoin de tout ça, tu vois. Je voulais pas, mais la vie, ça change tellement, tu vois. Et toi, du coup, Tourpal, je sais que tu as fait du foot. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours dans le football? En fait, je faisais déjà à Paris le foot. Tu as commencé à Paris? À Paris, oui, j'ai joué à FC Saint-Mandé à Vincennes et j'étais très fort. Franchement, j'étais très talentueux. Et j'ai joué très bien. J'ai fait moitié de saison que j'étais tellement fort que j'avais un coach qui s'appelle Amine, qui à l'époque il a joué à Créteil-Lusitanos, qui était un national à l'époque. Et il a parlé avec ses coachs et tout. Et l'année suivante, je devais les rejoindre parce que j'étais vraiment très fort. J'avais 16-17 ans, j'étais rapide. Tu avais déjà fait du foot à l'époque? Oui. Au Bled, je l'ai fait aussi. J'étais dans des clubs de football. Et c'était mon rêve depuis mon enfance, être footballeur. Et j'étais vraiment très doué là-dedans. Et j'étais très rapide, dribble, fort de 2 pieds. Franchement, tu jouais à quel poste? J'ai joué en attaque. Plus des ailiers, mais je pouvais jouer partout en attaque.
Et tu sais, j'ai mon joueur préféré, c'était Ronaldo, je voulais être comme lui, tu vois. Cristiano, avant lui, Ronaldo, mais après Cristiano. Et voilà, c'était mon rêve et tout. Et malheureusement, mon rêve, j'ai pas réussi à aller au bout parce que j'avais pas de papier, pas le droit de quitter le territoire. Et j'avais pas le droit d'exercer un métier en France. Donc quand mes coéquipiers partaient à l'étranger pour faire des compétitions, je ne pouvais pas y aller avec eux. Du coup, et après, dans la foulée, il nous a envoyés au sud où il n'y avait rien. Après, j'ai pris du poids, je me suis marié, j'ai pris le poids, j'ai un peu délaissé le foot, j'étais à peu près 100 kilos. Et j'ai joué dans un club amateur là-bas, et j'avais plus cette motivation, tu vois, j'y croyais plus en moi. T'avais quel âge à peu près à ce moment-là? J'avais 18-19 ans et j'étais vraiment aussi fort, même à 100 kilos, je marquais beaucoup de buts et tout, mais en fait mon rêve il était brisé, on va dire, parce que pour te dire, là, le président du club et tout, il s'est déplacé ici à Paris pour qu'il me laisse à Paris, pour que je continue à faire foot avec eux parce que j'étais vraiment talentueux, mais on m'a pas laissé et on nous a envoyés dans un petit village dans les Alpes. On avait un bon club là-bas, mais comparé à Paris, tu vois, c'est pas pareil, tu vois. Voilà quoi, j'ai joué et pendant ce temps-là, Abou il était à fond dans la bagarre. Tu faisais du grappling à ce moment-là? Il n'y avait pas de grappling, il n'y avait que judo. Ouais, je faisais judo, classique. Et j'ai commencé à faire des petits résultats quand même, tu vois, de gagner toutes les compétitions qu'ils m'ont envoyées, tout ça, même en ceinture noire, tu vois. On allait à Nice, à Marseille, il faisait des compétitions en judo. J'ai tout gagné en judo, franchement, il était très très fort. Et là, tu reparles l'histoire que je t'ai racontée déjà, il a battu avec toute l'équipe, il a pris une carte rouge, disqualification combien, 15 matchs, un truc comme ça. Du coup, je me suis dit, vas-y, viens avec moi à la salle. Il est venu une fois. Ça partit. Il a commencé à jeter mon coach de judo qui était plus que 100 kilos, ceinture noire. Il a commencé à le jeter dans tous les sens, là. Il faisait des souplexes, tout ça. Et là, c'est bon, je ne pourrais plus l'arrêter, c'était pas possible. Il m'a donné l'amour pour le sport de combat. J'étais un grand bagarreur, pour vous dire, on combattait tout le temps. C'était pas un truc nouveau, c'est pour ça d'ailleurs. Entre vous Non, entre nous aussi d'ailleurs. Mais là, il n'y avait pas de bagarre, il y avait juste un qui se battait, l'autre qui se défendait, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quoi, dans la rue, partout où tu passes, tu es un étranger. Tu vas savoir, même en France, parce que quand tu es dans le collège et tout, quand tu parles pas français, les gens ils se foutent de ta gueule et tout, et tu apprécies pas. Même maintenant, tu vois que je parle français mais j'ai un accent et je peux faire des erreurs, même maintenant les gens ils rigolent, ouais. Après, ça ne dérange pas, les gens ils rigolent, tant que ça reste dans le respect, tu vois. Mais la langue française, c'est alors qu'eux ils parlent même pas tchétchène. Moi je parle 5 langues. Les langues françaises, c'est même pas mon deuxième langue, c'est troisième. Je parle tchétchène et russe. Donc ça c'est troisième langue, tu vois. Et moi c'est 5e langue. Moi je parle anglais, polonais, russe, tchétchène. Et russe, tchétchène, c'est rien à voir, c'est deux opposés. Voilà. C'est comme un peu arabe, français, on va dire, tu vois. Et malheureusement, même aujourd'hui, Abou il a pas fait beaucoup de progrès dans le français. Ça va, j'arrive à me parler. Non, il arrive à parler, mais. Non, vous parlez bien. Moi, vous comprenez. Moi j'essaie en permanence d'améliorer. Je lis, je fais des trucs comme ça, franchement. J'essaie, si j'ai dit un truc, je vais sur Google et je regarde ce que ça veut dire, des petites phrases, tu vois ce que je veux dire. C'est intéressant, tu vois, ça me permet de... Et moi, si je fais un truc, je demande à lui. Ouais, c'est la vie comme ça. Ok. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer les sports de combat? Parce que tu ne l'as pas dit, certes, tu faisais beaucoup de bagarres et tout. Ça, depuis que je suis petit, je faisais des sports de combat. Genre, c'est le seul truc que j'essaie dans la vie, de battre, tu vois. Au lieu de battre dehors, je faisais ça. En Tchétchénie, les problèmes que je m'inscris, dans 1-2 mois, les salles étaient fermées parce qu'il y avait potentiellement, c'était dangereux de rester là-bas, tu vois. Ça changeait chaque fois et je ne pourrais plus rien faire. On a fait tous les sports de combat. Là. On a fait quoi? Judo, taekwondo, lutte, karaté, ça change beaucoup. Là, ça restait 1-2 mois, c'était pas régulier on va dire. La personne, elle partait de la salle fermée, il y a un autre qui venait avec sa discipline. Du coup, on a fait 2 mois là, 2 mois là, 2 mois là. On pourrait pas pour répondre à la question d'avant, pourquoi parce que c'est lui qui m'a ramené dans le sport de combat. Même en étant petit, il me forçait de faire sport parce que je l'ai fait quelques compétitions avec lui quand en étant petit en Bled aussi, je parle en Tchétchénie.
Et donc j'avais ce talent vers là, mais je l'aimais pas. J'aimais pas. Mais comme on est des bagarreurs, en fait ça se fait naturellement quand je suis arrivé. Ben, j'étais douillé naturellement parce que j'ai fait ça toute ma vie. Dans le sang, ouais, dans le sang. Voilà. Du coup, bah, la suite c'est ça. Comment en êtes-vous venu à faire du MMA? Ça c'est moi. Ça, c'est lui. Abou, après il faut dire, avant ça on est déménagé du sud. On est venu à Troyes pour s'approcher de Paris parce que Abou il commençait à faire beaucoup de résultats dans le sud et il voulait aller plus loin. Et moi aussi je commençais à faire avec lui et tout. Et notre maman elle a dit, si vous n'avez aucune perspective, il faut qu'on essaye d'aller vers le Paris, comme ça vous allez aussi. Et pour vous dire, moi je ne suis pas une personne qui aime bien se déplacer. Moi, si je suis bien quelque part, j'ai pas envie de partir. J'ai des amis et tout parce que je suis très social et j'aime pas partir. Et du coup, j'étais négatif. Je disais, non, ça va être une erreur, pars pas et tout. Et notre maman, elle a dit, vous avez aucune perspective. On savait pas quoi faire dans notre vie, il n'y avait pas beaucoup de choix. C'est un petit village et tout. Et mais notre maman, elle a ramené ici pour nous donner des perspectives, on va dire, pour continuer la suite. Donc, on a commencé à faire du jiu-jitsu ici. C'est parti de là. Et voilà, on a commencé à faire chaque semaine carrément des compétitions et on était très très fort là-dedans. C'était rare qu'on revenait, je parle même pas de son médaille, c'était rare qu'on revenait deuxième, c'était toujours les premières, tu vois. Donc voilà quoi, et on a fait ça pendant 5-6 ans avant. Et à un moment donné, tu sais, on avait un garage avec nos potes. C'est un garage, on a installé, on a mis des tapis et tout, et on allait là-bas, pas avec un objectif, mais genre pour se tourner ensemble, frapper, prendre plaisir et tout. Et on avait zéro technique, zéro tactique, mais on se tabassait comme des fous, tu vois. On pensait c'est ça le but pour progresser, c'est taper comme des fous, alors que pas du tout. Et un jour, on avait un pote, c'est un combattant professionnel de boxe thaï, et d'ailleurs à MMA Factory aussi. Comment il s'appelle? Sidéré. Il est à MMA Factory aussi. Il fait MMA aussi. Donc c'est lui, il me dit, on tournait dans le garage, c'est un Troyen aussi. Il dit, tu vois, vas-y, on va un peu tenter. Il connaissait à l'époque Tonton, le coach. Il a parlé avec lui pour est-ce que je peux venir avec lui. Et du coup, je suis venu, j'ai tenté, j'ai kiffé. Et là, quand j'ai commencé, ça doit faire il y a 3 ans, Abou, il pouvait rien faire. Il avait un problème des avant-bras. J'ai deux opérations. Il se fait opérer tous les 2 bras. Syndrome de loge avant-bras, ça s'appelle cette maladie. C'est un truc très rare. Ouais, syndrome de loge avant-bras. Et très très rare. Entre 2019 jusqu'à presque jusqu'à 2021, jusqu'à 22 ans, je pourrais rien faire, je pourrais pas faire le sport. Dès qu'il fermé, comme s'il a fait un gros effort. Je perds les forces et endurance de muscles, j'avais pas, ça perdait, tu vois. Donc Comment ça s'est soigné ça? Et opération. Même là, il fallait déboucher des même là, on va regarder 1, 2, 3. 1, 2, 3 et ça m'a fait opération de 2 mains, tu vois. Ils sont débouchés des artères apparemment, tu sais les liquides là, comment on appelle, qui montent là, qui tétanisent le muscle là. Oui, je vois. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et pendant quelques mois, je pourrais rien faire, je travaillais en garage, j'étais un vendeur de voitures. Ouais, j'étais vendeur de voitures. On a travail pour pas rester sans rien faire. Et chaque fois quand tu repars, elle partait à MMA. En fait, je voulais pas faire MMA, c'était pas un truc pour moi. Tu voulais devenir garagiste. Non, c'est pas ceci. Un grappleur. Je voulais encore plus de faire quelque chose en grappling, tu vois. Mais chaque fois quand tu repars, elle partait à l'entraînement, j'étais avec lui, tu vois, je regardais. Pendant quelques mois, je venais juste pour regarder. Parce que je pourrais rien faire, tu vois. Et bah, ça partait de là, petit à petit, j'ai commencé à aimer tout ça, tu vois. Je voulais tester, je voyais que tu repars, il étrangle les combattants pro, genre vraiment fort, tu vois. Et je me suis dit, ah, ça va être intéressant si je peux faire la même chose, tu vois. Et bon, let's go, on est là à Arès, tous les deux pour la ceinture, après 2 ans d'entraînement, tu vois. C'est magnifique. Il a suivi, pour une fois, c'est moi je l'ai ramené. Alors que d'habitude, c'est lui qui me ramène quelque part, tu vois. Voilà. Quand toute notre vie, on se suit en fait. Parce que, pour vous dire la vérité, maintenant, dehors du sport, si on n'avait pas d'autres amis, je pense qu'on passerait tout notre temps ensemble parce que j'en peux plus. Ce mec-là, il est collé à moi. Lui, il sort pas. Une semaine à Paris, il dit non, viens, s'il te plaît. Je dis frère, laisse-moi respirer. Et tu peux pas aller. Tu sais, dans le sport,
dans le sport, il charbonne, genre vraiment, il faut l'arrêter pour qu'il ne fait pas le sport, tu vois. Il faut l'arrêter. 2 fois, j'ai essayé de l'arrêter, tu vois. Mais hors de sport, frère, il reste chez toi, chez lui. Je suis un mec qui reste il à la fait maison. rien, genre il sort pas. Jeux vidéo et à la maison. Et contraire, moi, je déteste rester chez moi, tu vois. J'aime bien toujours bouger, Voyager, sortir avec mes amis, voyager, etc. Et lui, il n'est pas comme ça. C'est difficile de faire quelque chose d'intéressant avec lui. Ouais. Chaque fois, j'ai dit après mon combat, tu sais, on regarde des Espagne, des pays comme ça pour. Chaque fois, il dit vas-y, je vais y aller. J'ai dit vas-y, je viens avec toi. Et tout. Au final, lui, il voit, je vais même pas. Mais pourquoi tu vas pas? J'aime pas, je prends pas plaisir. Je sais pas, j'aime bien passer. Pas découvrir une culture, toi qui aimes lire, etc. Si, j'aime bien découvrir la culture et tout, mais j'aime pas bouger. Ouais, tu sais, il faut le mettre sur les épaules là. Déjà, j'aime pas la route. En fait, tout mon temps libre, j'y passe à la maison. Je suis devant les jeux vidéo avec des amis. Moi, au contraire, tout mon libre, j'ai essayé de profiter de maximum, tu vois. Tu vois, on est différents. C'est des fous. C'est marrant. D'ailleurs, c'est quoi vos passions en dehors des sports de combat, vous deux? Moi, jeux vidéo. Lui, sa passion, c'est, je pense, sort et voyage et tout. J'aime Moi, bien ma profiter. passion, jeux vidéo. Jeux vidéo, j'aime trop jeux vidéo. Mais lui, il est toujours nouveau. Jeux vidéo. Tu joues à quoi comme jeu vidéo, par exemple? Plusieurs. FIFA déjà sur Play, sur PC, je joue League of Legends. J'ai un grand squatteur de jeux et j'ai beaucoup d'amis dans le milieu. On fait sur Discord, on a un groupe, on est une quinzaine, dizaine, on joue, c'est trop bien. Moi, c'est mon moment de détente. Moi, je joue rien du tout. J'aime bien regarder des films après entraînement, tu vois, genre je me repose tout comme ça. Mais j'aime pas, j'ai l'impression que je perds le temps comme ça, tu vois. Le temps que je peux passer avec mes amis, avec ma famille, au dehors pour faire un truc. Je ne veux pas perdre ce temps, du coup, j'essaie même pas de télécharger un jeu. Avant, je jouais toujours FIFA, tu vois. Mais en grandissant, t'as changé. Ouais. Pourriez-vous vous parler de vos débuts en MMA? Vos combats, vos premiers combats, comment ils sont passés? Mon tout premier combat de Abou. Moi, c'était en Belgique. Ouais, de Abou d'ailleurs. Abou, il a commencé à faire en Belgique. Donc, il a fait. Charles Grossin. Ouais, très bon. Maintenant, je pense qu'il est un numéro 1 ou 2 en amateur dans sa catégorie. Dès le premier combat, très bon adversaire. Ouais, c'était un des meilleurs, son adversaire en circuit amateur. Très solide en judo et un mec de grappling. Mais il faut comprendre que les premiers combats de MMA, même si l'adversaire il est pas fort ou il est fort, ses premiers combats c'est toujours hyper dur. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, genre t'es pas prêt à cette choc qui est cette violence. Pour lui dire, Abou il a gagné son combat au 3e round par arrêt de TKO. Il est couru dans les vestiaires, il a vomi partout. La pression, pendant 30-40 minutes, j'étais pas bien, j'étais allongé, tout ça, tu vois. C'est parce qu'il y avait du monde, c'était à cause de quoi? Il a fait un mauvais cutting déjà. Mauvais cutting, je sais pas. On savait pas bien à l'époque et en plus de ça. 2-3 heures avant. C'est quand t'avais 42 fièvres, c'est ça? Non, ça c'était après. 2-3 heures avant les fights, mon premier fight, j'ai perdu presque 6 kilos. 5 kilos 400. Et je me suis pas bien recouvré. Je mangeais. Comment t'as fait pour perdre autant de poids? En fait, on a fait le truc de sauna là. Ouais, j'ai fait sauna pendant, je sais pas, je me rappelle pas combien. J'allais dormir. En fait, avec sauna, j'ai perdu 2 kilos quelques. Je suis allé dormir. Et dormant, je me suis réveillé, j'étais tout mouillé. Et j'ai perdu encore autant, tu vois. Je savais pas que ça marche comme ça. Et j'ai perdu 5 kilos 4 quelques heures avant le combat. Après, avant le combat, il dit je me sens pas bien et tout, mais après il a fait un gros combat quand même et il a jeté le mec de partout, tu vois. Tu étais toi? Ouais, tous les combats étaient là. Moi, Taylor, on était dans son coin. Taylor, il a fait RMC Sport. Il a commenté UFC jusqu'à 3h du matin. Et à 3h du matin, il a pris voiture pour la Belgique pour venir soutenir Abou. Non, Taylor, c'est un vrai. Les frères Le Pelus, ces deux gars, sont quelqu'un proche pour nous. Taylor, on est très proche avec eux. D'ailleurs, là, mon préparation, c'est Damien qui est mon adversaire, mon sparring partner. Et lui, avant, c'était Taylor. Donc c'est deux frères la plus. Dis-toi que Taylor, t'imagines le mec il a charbonné jusqu'à 3 heures, il n'a pas dormi, il part de Paris pour partir en Belgique pour aider son pote. C'était un combat amateur hein, normalement, c'est pas un combat UFC ou combat. Juste amateur, tu vois. Mais il est venu soutenir Abou. Dans les relations entre nous, ça ne changera jamais. En fait, tu vois, même là, si j'ai besoin de Taylor, il sera là demain.
Même chose, si Tyler m'a besoin, je vais laisser tout, je vais aider. Ça, sinon, on dit comment tu montres que tu apprécies des gens et tout. C'est pas les paroles, c'est les actions. Les actions parlent pour toi, tu vois. Et les actes, voilà, les actes parlent pour toi. Ben, franchement, c'est ça les actes en fait. C'est le moment, le jour J, être présent quand on a besoin de. Ça, c'est la vérité. Et bah, il a fait son combat, il a gagné. Et après, il a enchaîné des victoires à HFC, des mettre des KO tous les 2 secondes. Et je pense qu'il est arrivé 4-0. Ouais, j'étais 4-0. 4-0. Et un jour, un jour, on nous propose combat en semi-pro à HFC. C'est semi-pro parce que c'est les règles de professionnel. 5 minutes. Et tu n'as pas de protection, tu peux mettre coup de coude, tout en fait, tu vois. Et si apparemment tu dépasses le deuxième round, et si tu vas au 3e round, parce qu'il y a 2 rounds de 5 minutes, et le 3e, c'est si vous faites match nul, il rajoute un 5 de plus. Extra. Ouais, extra. Et ça, c'est considéré pro. Ça va dans le pro en fait. Bah, on nous a proposé 1-1 et c'était pile le moment de Covid. Et il y a beaucoup de combats qui ont sauté. Et du coup, les organisateurs, ils ont appelé nos managers et ils disent est-ce qu'ils ont chaud combattre un 2e combat La même soirée. Le même soirée. Ouais, le même soirée. Du coup, on a dit let's go. Il faut payer. Il faut payer parce qu'on sauve la carte, tu vois. Et on a fait 2 combats. Et moi, mon premier c'était contre Auguste. Tout mon premier combat dans MMA. Combat très difficile parce que j'ai sous-estimé de ouf. Et j'ai sous-estimé et moi-même, j'étais pas. C'était ce que je disais là, le premier combat MMA, c'est toujours dur. J'avais un choc en fait. J'étais dans une bulle, on va dire, j'attendais rien et tout, genre sous choc en fait. Coach. Ouais, déjà, j'avais pas d'Abou dans mon corps parce qu'il se préparait pour son combat, donc ça change déjà tout. Tu as combattu avant lui ou après Avant lui, un avant lui. Après, il a fait 2 combats et le dernier, c'est moi. Et bref, et j'étais dans une bulle, je n'entendais rien du tout et tout. Et j'étais trop détendu et tout. Et le mec, c'était un mec de boxe taille, il m'a envoyé des coups de turfeu. Et il m'a déchiré de partout, j'ai giclé de sang de partout. Ouais. Et j'ai quand même gagné la ronde. C'était les premières 30 secondes, chaque fois après je ramenais au saut, tu vois. Et j'ai passé sur lui toute la ronde et je l'ai frappé et tout. Et entre 2 rondes, je me suis dit, tu fais quoi gros? Je parlais avec moi-même, j'attendais pas mes coachs, je parlais avec moi-même, j'étais pas content de ce que j'ai fait, tu vois, parce que je sais que je suis capable beaucoup plus. Tu fais quoi gros? Fais réveille-toi, vas-y, c'est bon, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là, zombie frère, tête défigurée frère, il m'a déglingué. Et après frère, je rentre direct du soumis parce que j'ai compris que je me suis adapté en fait. Ouais, et là il a descendu en vestiaire et il avait un visage de Rocky Balboa, genre regardez comme ça. Même pas ouvrir les yeux parce qu'il m'a frère, tu imagines ça, juste après, dans quelques secondes tu dois combattre et tu vois un visage comme ça à ton frère. Je me suis dit, oh non, je ne veux pas aller là-bas, tu vois. J'ai des arcades coupées très profondes et l'œil commençait à se fermer, tu vois, et ça gonflait et tout. Et j'ai un 2e combat qui est d'ailleurs professionnel, qui sont placés professionnels. Et entre les 2e combats, j'avais 2 combats. Et Abou, il a vite fait ses combats. Et je dis, attends, j'arrive là. Je vais aller en octogone, j'ai fini mon adversaire en 12 secondes là. Ouais, j'ai pas me ramener avec les bras. J'ai revenu pour voir comment il Turpal. Encore une fois, il a mis KO le mec. Après, j'ai revenu pour voir Turpal, tu vois. Et après, là, il était dans mon coin. Et après, Abou, il me dit, Turpal, s'il te plaît, vas-y, combat pas et tout. Regarde ton visage. Parce que je te jure, il a un visage là, déchiré là. Ouais, bah, le combat professionnel, le main event là. Et tu vois frère, j'arrivais pas, je voyais rien, les yeux ils étaient rouges, j'arrivais même pas à regarder à côté, ça me faisait mal, tu vois. Abou il dit c'est bon, tu peux pas gagner, annule le combat, tu peux pas, t'es blessé et tout. Et même mon adversaire il vient, il dit tu vas combattre, je dis bah oui. Il dit t'es fou, jamais de la vie je l'aurais fait, regarde ton visage et tout. Je dis oui, je vais combattre. Je voulais combattre justement pour prouver que c'était une erreur, tu vois. Parce que je voyais Abou. Les coachs, c'était commandé là. Coach, ils avaient un doute. Et ça m'a énervé. J'ai dit, comment, dans ma tête, je disais, Abou, quand il disait, t'es sûr? Ça me chauffait à l'intérieur. Je disais, je vais te montrer, c'est sûr ou c'est pas sûr. Quand on a pris un peu colle, on a fermé pour passer le contrôle. Ouais, colle médical là, pour fermer les plaies là. Parce que sinon, on ne peut pas passer le contrôle de médecin pour rentrer dans la cage. Caché comme ça, on rentre dans la cage, premier coup, direct, ça a commencé. Et du coup, je me dis, il faut finir vite. Je vais vite ramener, en 30 secondes, je vais faire clé. Voilà, 2 victoires, 2 victoires. Magnifique. Voilà, et voilà. Et à partir de là, l'histoire, elle a commencé. Ensuite, vous avez signé à l'ARES.
Pourquoi vous avez choisi cette organisation pour Moi, continuer? ce qui se passait pour moi, c'était un truc, un sujet de film. Hein. Je te jure, je pouvais écrire un film à l'hôpital. J'ai dit la vérité, c'est que ça faisait un petit moment que j'avais pas de combat et je voulais arrêter MMA parce qu'on travaillait pas. Travailler quelque part parce que j'ai des enfants, j'ai la famille, je gagne rien avec MMA. Je consacre tous mes jours et j'ai investi dans ça parce qu'on a un appartement qui loue et tout. Les déplacements de 3 ici, c'est cher. Je voulais arrêter. J'étais vraiment démotivé. Et en plus de ça, dans la foulée, je suis en cours de lutte, j'attaque les jambes. Clac, le dos il claque, 12 hernies discales, j'arrive pas à marcher. J'arrive pas à marcher, j'arrive pas à marcher droit, je marchais comme un humain de préhistoire, tu sais, un peu comme ça. Je te jure, c'est la vérité. Je pouvais pas être tout droit, tu vois. Et dans la foulée, je préparais, malgré ça, je continue à m'entraîner et tout. Et dans la foulée, j'ai préparé Teddy pour son combat. Je prépare pour mon combat et tout. Et tu sais, on fait des sparring durs et tout. Et chaque fois que je touche, je regarde Lopez, j'ai dit Lopez, donne-moi un contrat. Comme ça, c'était toute la semaine que je parlais comme ça. Je faisais que ça. Donne-moi un contrat vite et tout. Tu étais blessé à ce moment-là? Ouais, j'étais blessé, mais je m'entraînais intelligemment. Je ne luttais pas comme avant, fou, parce que ça me faisait mal, tu vois. Mais ça me faisait toujours mal d'ailleurs. Et c'est un jeudi. C'est un jeudi, je suis à l'entraînement. C'est un entraînement et je tourne et le coach il me vire. Lopez il me vire, Abou il était là, il me dit tu reviens pas à la salle tant que tu ne soignes pas ton dos. Parce que chaque fois j'attaquais le dos, et chaque fois je faisais des grimaces, ça me faisait mal, tu vois. Et du coup Lopez il a remarqué ça, il dit tu rentres, je vais te donner un docteur et tout, tu vas aller voir le docteur, tu rentres pas à la salle tant que tu ne soignes pas ça. Du coup j'ai pas fini mon entraînement, donc j'arrête à moitié et je rentre à 3. Je rentre à 3 parce que j'étais vraiment mal. Et les 2 jours à 3 jusqu'à dimanche, je souffre. J'arrive même pas à marcher, j'arrive pas à dormir, j'arrive rien à faire, vraiment état critique. Et dimanche, je reçois un message de Lopez et il dit est-ce que tu es chaud de combattre cette semaine? J'ai dit ah ouais, lui, vraiment là. J'avais un peu de doute, pas sur le combat, mais sur le fait que je suis blessé, tu vois. Du coup, j'ai parlé avec Abou et tout, et on s'est mis d'accord que je vais lutter intelligemment en gréco au lieu d'attaquer des gens ou me faire mal et tout. Je dis let's go. On lance notre petit. Voilà. C'est bien passé. C'est bien passé, j'ai gagné en quelques secondes, j'ai gagné Soumission de soirée. C'est ton combat à l'arrêt? Ouais. Apex Marsky looking to survive. He's going to get taken down. 46 seconds the last time around. Is it going to be less this time? Much different scenario. Landing him out and get a rear naked choke finish. Working. Oh, there's an armbar. Got him. Submission via armbar. Et du coup, Première 10 000, ça changeait beaucoup de et ça choses. m'a motivé d'aller, j'ai dit ah ouais, on peut gagner argent avec MMA, let's go. J'ai charbonné, et voilà, aujourd'hui on est là. Magnifique. Et toi, Abou, comment ça s'est passé ton premier combat à l'ARES? En fait, il y avait un moment où je demandais à Lopez pour qu'il me donne un combat. Je le harcelais, donne-moi un combat. Et je sais pas, il y avait quelques mois, il me donnait pas, tu vois. Là, à l'époque, toujours pas déjà combattu. Et demander de faire un combat. J'ai envoyé un message à Lopez. J'ai même maintenant ce message, je te jure. Je dis, plus jamais je vais te demander pour que tu signes à Ares, si toi-même tu vas me demander, tu vois. Et je suis parti ailleurs pour faire un combat pro. Et je fais un combat pro, ouais. C'est le combat donc tu parlais à faire, voilà. Gegenzusetzen hat. Und Abu Bakr geht direkt zum Takedown. Oh, und rennt einmal quer durch den Käfig und slammt ihn. Und der Gewinner nach Punkten, die blaue Ecke. Et j'ai essayé de faire un maximum social que je pourrais, tu vois. Je l'ai défoncé les adversaires et j'ai mis la vidéo sur Insta et Lopez, tu vois. Et là, le lendemain, Lopez il m'a proposé un contrat à Ares. Premier adversaire, Tom Wright, c'était Ares 10. Et dans le contexte, on l'a parlé plusieurs fois, tu sais, il était malade et tout. On voulait arrêter le combat à plusieurs reprises. On était à l'hôtel, on pensait qu'il avait Covid. Et il y a moyen qu'il avait Covid en fait, parce qu'il avait la fièvre, nez bouché, il ne sentait pas d'odeur et tout. Il avait commandé et tout, on couvrait avec une serviette, on remplissait un seau avec de l'eau chaude pour nettoyer les voies respiratoires.
Et parce qu'il était vraiment claqué. Dis-toi que toute la soirée, on faisait des combats, on était des coachs. J'étais coach ce jour-là. Moi aussi. Il était avant descendre, avant son combat, descendre avant la main event, il dormait dans l'hôtel parce qu'il ne se sentait pas bien. Alors que dans 30-40 minutes, il devait aller venir combattre. Tu vois. Et en plus, on a coaché tous nos amis proches, nos amis avec qui on s'est grandi, tu vois. Et ils sont perdus. Ils sont perdus et en plus ça m'a encore mentalement fatigué et j'étais déçu, tu vois. Et là, attends, dans l'histoire, c'est que Abou il a défoncé le mec. Hein. Abou il a jeté de partout. Sauf que Abou, dû à sa maladie, il commençait à être faible. Ouais. Faible, très fatigué. Et il a gagné 2 rounds, les premières 2 rounds. Et donc il n'a pas réussi à taper le mec parce qu'il était faible. Abou il partait sur le soumission qu'il part d'habitude. Toujours j'ai fait un soumission comme ça et j'ai compris que j'ai pas de force de le finaliser. Alors une fois Abou arrive ici, c'est mort direct. Tu vois. Et il n'arrivait pas à faire, du coup, et entre 2 rounds, et je l'ai ramené dans le coin, il tombait comme ça. Genre il n'arrivait pas à rester debout. Et il me dit, Turpan, arrête combat. Arrête combat. J'ai dit, Abou, t'es sûr? J'ai dit, t'as gagné 2 rounds, hein. Il suffit juste de rester debout au 3e round et tu gagnes le combat. Et j'ai dit, Turpan, je vais mourir. Je me sens pas bien du tout. Tu sais, j'ai reposé genre une dizaine de fois. Je dis, t'es sûr? Je voulais qu'il me réponde non, vas-y, let's go, tu vois. Chaque fois, il me disait oui. C'était pas une bonne réponse pour moi. Tu vois, j'ai redemandé, t'es sûr, Abou et tout. À un moment donné, son adversaire, il se lève, comme ça, il se met juste devant Abou de l'autre côté. Il le regarde dans les yeux d'Abou, comme ça. Tu sais, il le provoque un peu. Et Abou, genre, je me rappelle toujours ce temps-là, Abou, cette époque-là. Abou, il était comme ça. Il regarde comme ça, il voit le mec, le chauffe, là. Il regarde comme ça, il fait. Il fait ça, il dit, il me regarde, il me dit, arrête pas. Sonst wird diesen Kampf nicht gewinnen. Ah, je te jure, c'est le caractère. Les gars, je te jure, si il s'est fermé sa bouche, tu vois, et il a rendu une victoire. Ça se trouve, il s'est arrêté, mais c'est la fierté. L'autre, il a touché la fierté, du coup, il s'est levé. Il a quand même fait un bon 3e round, malgré qu'il était mort. Et voilà, il a remporté le combat dans une situation qui est trop difficile. Tu imagines les pressions que j'avais. De 1, j'étais malade. De 2, c'était un premier combat pro. De 3, il y a tous mes amis qui ont perdu avant moi. Et de 3, c'est un combat. Si je le perds, je ne prends pas les contre-arrêts. Un adversaire très très bon aussi, je te jure. Abou, il était meilleur que lui, sauf qu'il avait un gros cœur. Il ne voulait pas se laisser faire, tu vois ce que je veux dire. Donc ça rend le combat difficile, tu vois. C'est un guerrier, voilà. Et je voudrais savoir si vous aviez des personnes qui vous inspirent, que ce soit dans le MMA ou autre. Ouais. Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent? Pour moi, c'est mon frère. Pour moi, c'est. Franchement, pour te dire la vérité, il n'y a pas des gens qui nous inspirent. T'aimerais pas avoir la même carrière qu'un jour? Je te jure que non, je m'en fous totalement. Ce qui m'inspire, c'est mettre ma famille à l'abri. Ce qui m'inspire, c'est devenir quelqu'un dans la vie, faire quelque chose dans la vie, pas juste exister, tu vois, c'est le seul truc qui m'inspire. Hein. Je vais aller jusqu'à bout, on va voir ce que me préserve la vie, mais j'ai pas de ouais, je veux être ça, La vie mettra tout en place, il faut juste le travailler. Voilà. Toi, c'est pareil? Tout ce qu'il a dit, en fait, moi, je sais que je vais finir en UFC. Un jour, je sais, c'est pas loin et c'est mon rêve de partir en UFC, tu vois. Mais pas juste être un combattant UFC. J'ai envie de devenir un champion de UFC. Je vais devenir un jour, Inch'Allah. Mais là, comme je t'ai dit, là pour l'instant, j'ai pas d'un combattant qui je regarde et je me suis dit, j'aimerais bien devenir. Non, chacun sa vie, chacun sa carrière. Comment je vais faire mon carrière et ça sera en futur, tu vois. C'est maintenant que je dois faire pour que ça soit bien dans 5 ans. Voilà. En ce moment, il y a une grosse hype envers les combattants tchétchènes, daguestanais, etc. Quelle est votre relation avec ces combattants? Par exemple, on sait que Baïsangour, il allait s'entraîner avec Ramzat, par exemple. Est-ce que vous avez des contacts un peu avec les combattants tchétchènes? Oui, les contacts. On se parle. Et pour vous dire la vérité, que nous, la communauté tchétchène, on est élevé comme ça que tu peux être plus grande star, ce que tu veux, tu dois être toujours là pour ton frère. Et c'est le cas, tu peux pas prendre grosse tête et laisser ton frère, pas de sang, mais de ton peuple, dans le besoin, s'il te demande quelque chose et tout. Tu vois. Du coup, on est très soudés, on va dire. Tu vois. Donc, Chimaev,
il m'a écrit, il y a 2 semaines, il s'est abonné à nous tous les deux. Il m'a écrit bonne chance à vous, j'espère que vous allez gagner. D'ailleurs, bientôt il va venir, et il sera dans le coin de Abou aussi. Normalement. Vous avez d'autres contacts avec des combattants? Tous les combattants, qui combattent en Europe, dans des organisations, on se parle, on se soudait de ouf, on s'entraide. C'est toujours été comme ça. C'est dans notre nature. Et comment ça se fait que les combattants tchétchènes, dagestanais et du Caucase, vous soyez aussi forts? Est-ce que vous avez une explication à Toute la vie, on est tous nos grands-pères, nos anciens, tu vois, tous ils sont passés par la guerre. Et cette caractère de guerrier, ça reste à l'intérieur de nous aussi, tu vois. Là, il n'y a rien, ok, on n'est pas en guerre, tu vois, mais quand même, ce qu'ils ont fait, ça restait quand même sur nous aussi. Moi, j'explique ça, tous les peuples caucasiens, dagestanais, tchétchènes, ingouches, ossètes, tous forts en bagarre. Parce que le Caucase était toujours dans la guerre. Toujours. Et quand tu connais que la guerre, ça fait les hommes forts, ça forge les temps durs, ça fait des hommes forts. Oh, franchement, c'est exactement ça. Et en plus de ça, la culture, c'est la culture de plus fort. Dès le petit, on t'apprend que tu ne dois pas te faire défoncer. Donc tu apprends à te défendre, tu combats et tout. Quand on raconte qu'on a des bagarres tout le temps, on a l'école et tout, c'est la vérité, c'est notre enfance. Et ça te forge en fait. Je sais, pour te dire, ici en France, tu ne verras jamais un contre un. Mais en Tchétchénie, même un policier, tu dis, pose ton arme, vas-y, on fait un contre un, il va accepter. Il va poser. Ici, ils vont te tabasser à 30 personnes, tu vois. Là-bas, c'est les tête à tête, comme des hommes. Il n'y a pas de grands mots, genre, il n'y a pas d'insultes en rigolant, tout ça, il y a toujours de respect. Des cas isolés, personne n'est parfait, tu vois. Mais en général, il n'y a pas d'armes. C'est des hommes, point contre point, qui est meilleur. Et si tu perds, tu as perdu, tu assumes, tu vois. Mais tu reviens lendemain. Mais tu reviens, tant que tu ne gagnes pas, tu reviens Si tu gagnes contre un mec, sache-le que demain, peut-être vous allez recombattre jusqu'à que la personne... Tu sais, je raconte une petite anecdote, c'était moi, tu reparlais. En fait, quand j'étais petit, un gars, j'avais pas peur de lui, tu vois, mais il était trop dangereux. Genre, quand il se battait, il prenait toujours des paires, des trucs comme ça. Et intérieur de moi, je voulais pas trop se battre avec lui. Et un jour, il dit à Turpal, ouais, ton frère, il a peur de moi, etc. Et Turpal, il l'amène pour faire un contre un avec lui. Je te jure, pendant 30 minutes, on s'est battu. Tant qu'un ne tombe pas de fatigue, et je l'ai battu, tu vois. Ils pleuraient tous les deux, ils combattaient, frère. Il ne me laissait pas tant que j'ai gagné. Tu rentres pas tant que tu gagnes pas. Et j'ai gagné. Sauf qu'après, ils ont devenu des amis. Ouais. C'est comme ça que tu gagnes ton respect, tu vois, parce qu'il a vu qu'il ne se laisse pas faire. Parce que tu peux perdre le combat, mais quand le mec, il sait que tu ne te laisses pas faire, il sait que chaque fois, ça va être difficile avec toi. C'est pas la honte de perdre un combat, mais faire la tapette, ça c'est la honte. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui est plus fort. Mais si aujourd'hui, le plus fort, il galère, ça veut dire qu'il ne veut pas galérer chaque fois. Et du coup, tu gagnes son respect, on va dire. Et ça, c'est notre enfance. Et comme c'est culturel, être plus fort, bah, tout le monde va aux salles de sport. Tout le monde depuis petit fait la lutte, la boxe, tous les sports, tu vois, pour être fort. Pas pour être champion. Champion, c'est après. Le premier but, c'est pas se faire défoncer dans la rue. Tu vois, c'est comme ça. Je pense que c'est ça le passé et présent. La mentale, c'est ça qui nous a fait. Donc là, vous avez fini vos adversaires respectifs en 26 et 27 secondes. And chokes that you can get from here. Goes to the guillotine. An Armin guillotine. He's got the legs. It's all over. It's all over. Oh, baby. Super Unison. And then the confidence will really move. And as I say that, it's 2 punches first, and there it is. Finish. Oh my word. So that, oh my word. That is absolutely outstanding. C'est quoi le prochain objectif pour vous? Gagner les titres. Gagner les titres. Pas gagner juste... Moi, franchement, pour moi, c'est important. Je ne veux pas gagner juste pour gagner, tu vois. Pour moi, c'est le show, c'est important. Donc, je sais que je vais les gagner. Je vais les gagner par domination.
Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, tu vois, mais dans la cage, une fois que je vais l'attraper, ça sera pas pareil. Dès le début, ça résume. Il faut juste regarder la carrière amateur de Abou et tout. Dans l'amateur, c'est rare qu'il y a des KO, des trucs comme ça, parce que tu sais, les deux, ils savent pas bien combattre. Du coup, ça dure, ça traîne et tout, tu vois. Et des petits poids, je parle parce que c'est un petit poids. Hein. Les poids lourds, bien sûr, tu mets un patate de forain et ça tombe. Et Abou, il avait que des KO, que des soumissions. Et pareil, dans toute notre carrière, nos deux carrières respectives, le seul combat qui allait au bout, c'est le combat où il était malade. Ouais, on cherche toujours finir le combat. Mais si sa combat il finit pas, parce que le mec il est très robuste, on est prêt à aller 5 rounds. Mais notre but c'est pas sécher le jeu, notre but c'est gagner avec manière. Donc même avec ça, il y a quand même des gens qui disent que vous êtes surcoté parce que vous n'avez pas fait beaucoup de combats. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Je comprends, c'est normal quand vous voyez des mecs avec 3-4-0, vous dites c'est surcoté. Et ok, ils ont le droit de penser comme ça. Mais nous on sait, on est capable de quoi? On sait avec qui on tourne, on sait tout et tout ce qu'on fait à l'entraînement, on arrive à mettre en place. On n'est pas surcoté, frère, je te jure que non. Les gens, ils verront eux-mêmes. Le futur parlera pour nous. Parce que même notre vie, elle ne s'arrête pas aux ceintures. Inch'Allah, on va gagner nos ceintures. Mais peu importe les circonstances, la vie, elle ne s'arrête pas là. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui compte, c'est le résultat final. On va être où dans 5-10 ans? C'est ça qui compte. Et ça, c'est mon but. Et mon adversaire, la dernière interview, il a dit que pour lui, surcoté, etc. Tu vois. Pour moi, mon avis personnel, je pense qu'il est vraiment surcoté. Ouais. Mais il va comprendre, je suis surcoté. Non, une fois quand je vais les surdominer, tu vois. Là, il va voir la différence, je suis surcoté. Mais après, lui, il dit ça pour les calmer, tu vois, c'est tout. Il se rassure tout seul, je pense. Voilà. Parce que je suis d'accord. Tu as vu, on a toujours été. Sous-estimé? Non, c'est pas question de ça, mais on a toujours été. Déjà, on est franc-parleur, on parle ce qu'on pense, tu vois ce que je veux dire. Mais on n'a jamais dit des trucs pour dire. Tu sais, on n'a jamais dit Moustapha, il est nul. J'allais revenir. Tu vois, on n'a jamais dit, j'ai jamais dit quelqu'un il est nul. Il a dit Moustapha, il est nul au sol, plus nul que Abou. Peut-être pour certains, il est fort, mais il est plus nul qu'Abou. Mais Abou, il avoue qu'il est plus fort que lui au boxe, tu vois. Il a toujours été réaliste, tu vois. Surtout les interviews, tu peux regarder, je dis toujours que c'est un bon boxeur, il est bien debout, mais grappling lutte, c'est pas le même niveau que moi. Et lui, il parle juste pour parler. Il est meilleur que lui en lutte et grappling. Donc ça veut dire qu'il essaie de se prouver, il essaie de se rassurer lui. Et là, il se fait cramer lui-même. Il se fait cramer lui-même. Parce que en plus, tout dans son camp, il a travaillé qu'avec des lutteurs. Si tu es plus fort que lui, lutteur, pourquoi tout ton truc il est axé sur la lutte? Parce que nous, on fait notre travail habituel. Notre travail habituel, c'est ramener, on ramène, on le tue. Tu vois, lui, il fait pour contrer sa lutte. Donc ça veut dire qu'il craint sa lutte. Donc ça veut dire qu'il n'est pas honnête. Parce que si tu es bon lutteur comme Abou, et que bon rappeur comme Abou, tu n'as pas besoin de travailler ta lutte, tu es déjà bon. Tu travailles ton boxing. Donc c'est un peu. J'allais revenir à l'histoire avec Moustapha Aïda parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux que vous vous clashez beaucoup. Ouais. C'est dû à quoi ça? Comment ça se fait qu'il y a eu cette rivalité? Et en fait, je suis quelqu'un qui j'aime bien un peu, on va dire, faire des piqûres, chauffer, faire des piqûres vers mon adversaire. J'aime bien ça, tu vois. Ça vient de toi? C'est toi directement qui l'a piqué ou c'est lui? Non, c'est moi. Lui, il a essayé de me répondre, mais bon, c'est pas son truc, ça se voit, tu vois. Il a essayé de jouer en mode trash, mais c'est pas. En fait, avant de combattre contre moi, est-ce que vous avez déjà vu une interview où Moustapha il parle, ou une interview intéressante, où quelqu'un parle de Moustapha Aïda? Mon frère, et le gars, il a 10-2, personne ne le connaît, tu vois. Moi, je dis à tout le temps Abou. Si Abou, il avait 10-2, tout le monde le connaîtrait. Parce qu'Abou, il se la pèterait de ouf. Et là, je te jure, jamais de ma vie, Moustapha, c'est un bon gars. Je respecte beaucoup lui, son équipe, tout ça. Même quand je parle, jamais de ma vie, je n'ai pas fait un manque de respect. Je ne dépasse pas cette ligne rouge. Je ne parle pas de la famille, de l'équipe, etc. Tu vois. Et même en je parle sur lui. Même en parlant sur lui, ce n'est pas des trucs méchants.
Je dis, c'est la vérité. Il est nul en lutte et grappling. Et je vais dire, c'est la vérité. Tout ce qui est les mains petits, les biceps, et tout ça, c'est des trucs des enfants, ça, tu vois. Mais il aime bien faire ça. Il a fait ça bien avant MMA. Si je regardais sa chaîne YouTube qui a arrêté, malheureusement, il fait des 900 000 vues, 800 000 vues, juste ses combats de grappling. Hein, parce qu'il charriait les gens, il cherche, les gens, ils aiment bien regarder ça. Il aime bien, ils se sentent bien comme ça. En fait, je joue même pas, je suis comme ça, tu vois. J'ai même pas besoin de faire des gangsters. Déjà, S'il savait que la seule personne qui ne laisse pas aller jusqu'au bout de ces trucs, c'est moi. Je ne laisse pas le faire parce que laisse pas beaucoup de choses. Pas moi, tu vois. Turpal, il est pas comme moi, tu vois. Il est trop, trop discret. Du coup, je l'aime pas des fois quand il met des trucs et tout, tu dis, tu supprimes. J'aime pas, tu vois. Je laisse pas m'exprimer. S'il était que tout seul, oh, il aurait fait n'importe quoi. Donc voilà. Je voulais te demander, tu as dit que Mustafa, il n'était pas très bon au sol, en grappling, etc. Toi, c'est quelque chose dans lequel tu vas jouer, le fait d'aller en grappling, ou plutôt, vu que tu as dit que tu étais meilleur aussi debout face à lui, c'est quelque chose que tu... C'est pas un secret, Lui, je sais son game plan et c'est les miens. Je sais qu'il va essayer de rester debout et moi, je sais que je vais essayer de l'amener, tu vois. Mais tu as envie de prouver que tu es meilleur que lui aussi debout? Donc, non, je vais lui montrer que je suis meilleur que lui comme combattant. On est en MMA. On n'est pas en boxe, on n'est pas dans le kickbox. Parce qu'on sait que par exemple... MMA, c'est un sport où tout mélangé, tu vois. Et je vais le montrer un vrai niveau d'un combattant de MMA. T'as pas besoin de prouver que tu es meilleur que lui dans son domaine, quoi. Non, j'ai besoin juste pour prouver que je suis meilleur. Tu dis, tu as fait un exemple de Islam, ouais. Mais tu as fait un mauvais exemple parce que son coach, son ami, Habib, c'est le mec qui dit, le premier mec qui dit, essayez pas de se prétendre être des boxeurs et tout. Si vous êtes lutteur, vous travaillez dans... C'est ce qu'il a fait avec Oliveira, tu vois, par exemple, il l'a soumis dans son domaine. Ouais, dans son domaine, mais c'est un peu le domaine d'Islam aussi, tu vois. C'est des gars comblés et grâce à ça, ils peuvent s'adapter à leur adversaire. C'est plus facile de mettre des high kicks, des middle kicks avant le cross qui est petit. C'est une question de tactique et c'est ce qu'on recherche parce qu'on devient complet dans tous les domaines aussi. Si demain on trouve un lutteur meilleur que lui, non, ben on va rester debout et on va essayer de le mettre KO. Et nous, on a ce choix. Nous, on a ce choix, justement, on a ce choix. Mustafa, il n'a pas ce choix. Mustafa, pour gagner ce combat, il doit rester debout. Il ne peut pas se permettre d'aller au sol. Alors que nous, si on veut, on peut rester debout avec Mustafa. Abou, le seul moyen qu'il perd avec Mustafa debout, c'est par points, parce que Mustafa est même... Je sais, je te dis une citation qui a dit un meilleur lutteur de l'histoire, Boway Sarsaytiev. Il a dit, chaque lutteur, il peut frapper, mais chaque boxeur ne peut pas lutter. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce qu'un humain, il peut frapper, c'est né dans nous, c'est instinctif, tu vois. Alors qu'un boxeur, il ne peut pas lutter. C'est pas un boxeur, c'est un combattant MMA, c'est entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Striker, il n'a pas le même c'est un striker de base. Et très très bon striker d'ailleurs. Donc toi, Turpal, tu affrontes Axel Sola prochainement. On sait qu'il n'a jamais perdu par KO ou par soumission. Comment comptes-tu faire la différence? Je trouve que c'est un bon combattant, déjà très talentueux et c'est un dur à cœur, quoi. Comme moi, donc moi j'essaie d'imposer mon style. Tu sais, son adversaire il est hyper fort, mais il a 2 mains et 2 jambes. Et s'il y a un étranglement par derrière qui est fermé, il va aller dormir. La même chose qu'il prend avec les bras, il veut ou il veut pas, on va casser le bras. C'est la même chose. Il faut savoir que je suis très stratégique dans mes combats. S'il faut y aller au point pour gagner la ceinture, je vais y aller au point. Je m'en fous, moi, c'est le résultat qui compte. Si je sens qu'il est dur et que j'arrive pas à finir, je ne vais pas insister dessus. Je vais gagner mon combat par point, comme il le fait. C'est ce que je vais faire. Je peux faire ça. Je suis très sang-froid et je pourrai m'adapter. Je vais voir comment il réagit. S'il donne la solution pour finir, je vais le finir. Mais s'il ne donne pas, je ne vais pas forcer. C'est ce que j'ai fait avec Polonais. Polonais, j'ai rentré, j'ai touché. J'ai vu il était sonné, je me suis pas jeté comme un fou parce que je me suis dit si je le finis pas, je me crame et derrière, je me mets en danger. J'ai attendu une autre occasion qui se présente pour le finir. Tout est stratégique. Moi je pense dans ce combat, celui qui a gagné, celui qui applique sa stratégie, qui impose sa stratégie.
Il faut comprendre que MMA, c'est pas les bagarres de la rue. Là, il y a une stratégie, il y a un truc que tu fais pendant là, des mois. on a une bonne stratégie. On a très bon, on travaille dur, on a de bonnes stratégies. Si je mets tout ce que je travaille en place, je vais gagner ce combat, je vais ramener ma ceinture après. La même chose. La même chose. Donc toi, j'ai entendu dans l'interview avec Im Tarzan que tu avais dit que ce que tu recherchais dans le MMA, c'était plutôt la gloire, alors que Tourpal, toi, tu avais dit que ce que tu voulais dans le MMA, c'était plutôt l'argent, que vous étiez opposés par rapport à ça. Ouais. Pourriez-vous nous expliquer ce choix? Moi, j'ai pas besoin de la gloire, je me sens à l'aise dans ma vie discrète. Pour te dire la vérité, j'ai supprimé Twitter, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que tu sais, quand les gens ils parlent mal sur Twitter, par exemple, les gens ils parlent très très mal. Et moi, le critique me gêne pas, hein. Je suis quelqu'un assez ouvert, tu vois, mais quand ça se prend directement à toi, ça touche ton honneur, ta famille et tout, ça c'est des trucs que je peux pas laisser passer. Et c'est des trucs que je vais faire mal à quelqu'un, je le sais ça en fait, je vais y aller le voir, s'il donne l'adresse et je vais faire mal. Du coup, je me suis dit, au lieu de faire ça, j'ai supprimé, comme ça je ne rentre pas dans leur jeu et au moins je suis tranquille comme ça. Déjà, il y a beaucoup de combattants qui gèrent même pas leur réseau, c'est leur manager. Ben, je pense que c'est ce que je vais faire. Si la suite, si je serai victorieux dans ma carrière, j'ai beaucoup d'abonnés et tout, c'est ce que je vais faire. Parce que j'aime pas, même Instagram, plusieurs reprises j'ai dit ah bon, j'ai envie de supprimer. Parce que j'aime le calme, ma vie. Calme. J'aime bien me combattre et tout, discret, j'aime bien. Abou, il aime bien le côté. J'aime bien les embrouilles chaque fois, tu vois. Même en Twitter, il y a des gens qui. Et après, moi, je m'en fous, je bloque. Si je vois un message que je suis pas content, je vais pas les répondre, je m'en fous, je le bloque. Parce qu'il sait qu'il peut le battre, sauf que ça joue pas ici. Abou, il sera perdant dans tous les cas. Ouais. Donc, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un athlète professionnel, c'est sa carrière. S'il fait mal à quelqu'un, ça va tourner partout et tout. Et voilà. Ça vaut pas la peine, tu vois. Du coup. Et après, j'aime pas le calme. J'aime bien faire toujours des trucs qui. Engoulement, voilà. Ça parle. Voilà. Et toi, tu penses que la gloire, ça fait le bonheur ou pas? Parce que tu as dit que tu privilégiais la gloire à l'argent. En fait. Gloire ramène l'argent, tu me dis tout le temps. Voilà. D'accord, Tourpal, il veut que de l'argent, mais moi je veux et ça, tu vois. Mais je sais qu'une fois quand je vais devenir une star, l'argent il va venir tout seul. Abou, il dit, quand chaque fois je lui dis, mais c'est bon, ne dis pas ça, frère. Tu vois, je suis comme ça tout le temps. S'il met un truc story, il y a beaucoup de trucs que je les fais supprimer avant que quelqu'un me voit, tu vois. Il dit, Tourpal, avec toi, c'est impossible de rien faire. Il dit, tu comprends pas que la gloire, c'est ça qui ramène l'argent, les abonnés, les vues, c'est ça qui ramène les sponsors et tout. Ça, il a tout compris, mais c'est pas ma philosophie de vie, quoi. Donc si vous obtenez tous les deux votre titre, chacun de votre côté, quel sera votre objectif? Formule bien la phrase. Quand vous allez obtenir votre titre, chacun de votre côté, quel sera votre objectif ensuite? Là, déjà, le premier objectif, c'est ramener à la maison 2 ceintures, mettre sur les épaules de notre maman, c'est notre rêve, faire une photo pour Instagram. Voilà. Ça veut dire que, au moins, première étape de notre vie, on a accompli quelque chose, on est devenu champion. Et on a cette rêve de ramener ces 2 titres, mettre sur les épaules de notre maman et faire une photo pour Instagram. C'est un rêve pour 2, tu vois, donc... Voilà. C'est le premier rêve. Après, la suite, je pense, on va défendre 1-2 fois ceinture. En fait, une fois que je gagne la ceinture, je vais donner chance à Peña pour la défense de cette ceinture. Et après, je vais descendre au 57 et je vais aller en UFC. Et vous comptez aller tous les deux à l'UFC ou faire chacun de son côté son chemin? Si l'occasion se présente, oui. Si moi je vais être franc, si demain UFC me propose une somme et PFL me propose un autre, je vais prendre PFL. Mais sans dire à Tourpal, je vais signer à sa place en UFC, je pense. Il va même parce que combattre pour 10 plus 10 à UFC, c'est pas intéressant pour moi. Si PFL faut un bon nom. Tu sais ce que les gens ne comprennent pas? Que c'est après. Ouais, premier combat, 10 plus 10, ouais, c'est vrai, tu vois. Mais est-ce que le PFL ou les restes d'organisations vont t'apporter autant d'abonnés, visibilité que UFC? Ok, tu prends. Sauf que je cherche pas. Vas-y, à PFL, tu vas prendre 30 plus 30, on va dire. Hey, UFC, tu vas prendre 10 plus 10. Ah oui, Nassoudine, son frère, Daguerre.
Frère, c'est une machine de vie. C'est mon sparring partner le plus difficile. Il est incroyablement fort. Regarde comment il est discret. Alors que s'il n'était pas discret, il pourrait être à l'UFC facile. Je te dis la vérité. Il serait à l'UFC. Il serait un des combattants français le plus fort à l'UFC. Il est incroyable. Mais comme il ne parle pas beaucoup et tout, bah, c'est pas intéressant. Et je suis conscient de ça. C'est juste que je ne peux pas aller contre ma nature. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est comme. Nassoudine, il est un peu charrier, il parle. C'est comme nous, Daguerre et Turpal, ils sont la même. Et Nas et moi, on est la même, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Deux frères, mais différents. Dernière question pour vous, Abou et Tourpal. Où vous voyez dans 5 ans? Vas-y, réponds. Maison de retraite. J'ai aucune idée. Aucune idée. Où aimerais-tu être dans 5 ans? Dans 5 ans, je veux être dans une grande organisation, avoir ma salle. J'ai mon rêve d'ouvrir notre salle à nous. Salle de sport? Salle de sport de MMA avec toutes les disciplines dedans, qui s'appelle peut-être Unoso Bros, un truc comme ça. On va trouver le nom, ouvrir notre salle et apprendre aux autres parce que j'aime bien apprendre aux autres, tu vois, c'est mon rêve. Et faire grandir mes enfants, les enfants de mes neveux, tout, faire apprendre pour faire le projet Habib. Comme Abdelmanap. Moi, dans 5 ans, je vois que je vais devenir un champion de UFC. Dans 5 ans. J'ai déjà 23 ans, donc vers 28 ans maintenant, Inch'Allah. Il faut juste travailler et croire à ça, tu vois. J'avais même pas un combat en MMA, genre j'avais même pas un combat amateur quand je disais à Fernand, ouais, en UFC, je vais faire la KT 57, tout ça. Pour vous dire la vérité, tu sais, quand il dit des trucs comme ça, moi j'aime pas ça, tu vois. Mais je sais, c'est son rêve et il croit à ça. T'aimerais pas être champion de... C'est pas question de ça, j'aime pas faire des déclarations comme ça, tu vois ce que je veux dire. Peut-être, on sait jamais, mais je ne ferai jamais de déclarations comme ça. Personne ne sait. Mais pour te dire la vérité, il le croit à ça. Il dit pas ça pour dire, tu vois, donc je peux pas lui dire, ne dis pas ça, tu vois. Parce que je me rappelle, on était en Belgique, son premier combat, il y avait Mustafa Aïda, il a dit, tu verras, je vais le croiser, c'est un truc de ouf. C'était mon premier combat en amateur, je savais même pas c'est qui Mustafa Aïda. Les jours, je l'ai vu là-bas, et je demandais à un Tchétchène qui était avec moi, c'est qui? Il m'a dit, ouais, c'est un combattant pro, tout ça. Je te jure, je ne sais pas pourquoi, mais dès 7 jours, Mustafa Aïda, c'était mon adversaire. Genre, je savais qu'en potentiellement, je peux lui il m'a dit, ce mec-là, je vais le croiser un jour. Je te jure, c'était incroyable. J'avais même pas de combat en amateur. Alors qu'à l'époque, quand il l'a dit, je lui aurais fait, t'abuses, tu vois. Comme d'habitude, je l'ai dit, tu vois, mais c'est la vérité aujourd'hui, le combat, je te jure, c'est la vérité, c'est incroyable. Il a commencé il y a 3 ans, il a dit, je vais le croiser, ce mec. C'est un truc de ouf, je te jure. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé. Ouais, on a beaucoup parlé, mais c'était intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Auriez-vous un dernier mot à dire à ceux qui vous regardent? J'aimerais remercier pour ceux qui nous soutiennent dans toutes les circonstances d'ailleurs. Et qu'une carrière de combattant MMA, c'est très court. Et très ingrat en plus de ça. Le sport de MMA, c'est un sport très ingrat. Et donc, soutien, c'est un truc qui compte vraiment. Et donc, merci beaucoup à tout le monde qui nous soutient et j'espère que vous allez être à nos combats. On espère. La même chose. La même chose. Ouais, j'ai rien à ajouter, il a tout dit tellement bien, tu vois. Donc je vais même pas chercher des mots. Philosophe, là, vu, je lis des livres et tout, là, côté mes potes, ils me disent, j'en ai marre de toi, un philosophe, là, tiens, je sors des... Il vaut mieux ça que quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. Des fois, je sors des citations des grands poètes et tout, et je me dis, t'abuses. T'as regardé les citations sur Internet, là, tu te la pètes, là, tu vois. En tous les cas, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et ça fait plaisir de boire un petit café, parler de la vie avec toi, tu vois. Et prochaine interview après avec la ceinture. Inch'Allah. Let's go. Let's go.